Donc ce soir, ce qui m'a semblé important de partager avec vous, c'est comment par rapport à cette charge mentale des professionnels de santé, mais en plus qu'on a une vie à côté. Donc on en revient par rapport à un risque pour la santé, de l'évaluer et après de faire le point pour essayer de gérer au mieux. On est d'accord? Quand l'ordinateur ne marche pas aussi bien. Je me permets de vous parler pour partager cette expérience. C'est bon, d'une activité de formation sur le sujet depuis très longtemps, de la publication de livres, le tout en binôme, si je puis dire, avec Christophe Massin, qui est psychiatre. Et je m'appuie beaucoup sur l'expérience que j'ai depuis 2016 d'accompagnement de soignants en difficulté dans le cadre de l'association MO. Si vous voulez, donc c'est l'entraide ordinale, l'entraide confraternelle, l'entraide des soignants qu'on essaye de récupérer un peu à bout de bras pour les relancer, si je puis dire, dans leur rôle. Donc ça m'a permis de tirer quelques données, on va dire, plus pratiques qu'intellectuelles. Donc ceux qui sont des grands universitaires risquent d'être un peu déçus parce que ce soir, il m'a semblé important de partager plutôt ce qui est important, si je puis dire, pour essayer de s'en sortir. Alors, la charge mentale, quelque part, vous connaissez tous et toutes ce que c'est. Bon, ça a été défini pour la première fois en 84 par Monique Eco. Et en fait, ça se définit par le fait de devoir penser à plusieurs choses à la fois. Ce qu'on connaît bien. C'est aussi la sollicitation constante de nos capacités cognitives, mais aussi émotionnelles d'une personne liée à la planification, à la gestion et à l'exécution d'une tâche ou d'un ensemble de tâches. C'est là où on va se retrouver quand il y a un ensemble de tâches et que c'est un peu difficile. Alors, les composantes de cette charge mentale, là aussi, vous connaissez, on enfonce des portes ouvertes, c'est professionnel, c'est personnel, familial, associatif, politique, social, culturel, j'ai oublié syndical pour certains et certaines d'entre vous. Ouah, raté. Il fallait mettre les syndicales aussi parce que ça fait partie des associatives, mais j'aurais pu. Alors, à votre avis, quelles sont les composantes professionnelles de votre charge mentale? Là aussi, je me suis dit, soit je vous fais un catalogue, mais vous les connaissez et surtout, on n'a pas toutes ou toutes exactement les mêmes. Donc, ce que je voudrais ce soir, enfin, ce que je vous propose, c'est que vous disiez, je ne sais plus, on a 1h30 ou 2 heures ensemble, que vous vous disiez qu'il est super important de faire le point. En fait, où est-ce que j'en suis de ma charge mentale? Quelles sont les composantes professionnelles de ma charge mentale? Donc, on verra tout à l'heure si vous voulez qu'on échange là-dessus. Et quelles sont les composantes personnelles de la charge mentale? Là aussi, on a vu familial, les différents rôles. Enfin, je crois que vous connaissez tous par cœur. Et soit on peut faire un moment de partage là-dessus, soit on peut essayer de voir un peu les pistes pour comment gérer au mieux. Alors, comme un pilote d'avion ou de voiture, pour bien piloter notre vie, qu'est-ce qu'il y a? Premièrement, est-ce qu'on peut se dire qu'il est indispensable de faire le point et de faire le point régulièrement? Là aussi, je suis vraiment surprise quand on voit le nombre de personnes, enfin on va dire intelligentes et compétentes, hein, comme les frères ou consoeurs, et tout d'un coup, on se retrouve dans le mur, on ne l'a pas vu venir, parce que peut-être on n'a pas pris le temps de faire le point. Alors, vous me direz, il faut encore avoir le temps de faire le point. Mais est-ce qu'on ne peut pas se dire que c'est indispensable, hein? Vous vous souvenez, le grand engagement des médecins au service de leur patientèle, tout ce qu'on a dit sur notre profession et notre vocation, mais est-ce qu'on peut se rappeler que charité bien ordonnée commence par soi-même? Encore une fois, c'est évident comme ça, mais ce n'est pas évident dans le quotidien quand vous avez une salle d'attente pleine, des téléphones, des gamins, enfin mille choses auxquelles vous devez faire face. Donc là, c'est un exemple d'auto-évaluation de votre état. Je pense qu'on est trop nombreux pour le faire là, mais c'est vraiment pour vous signaler, il est important de faire le point. Il existe différents supports
pour vous aider à faire le point si toutefois on éprouve le besoin d'avoir un support, ce qui est souvent plus facile. Alors, ce qui est intéressant, c'est de voir le lien entre le stress et la charge mentale et de voir comment ça peut nous donner des pistes. Parce qu'en fait, vous vous souvenez que ce fameux accord national interprofessionnel sur le stress le définit comme un état de déséquilibre, gardons ça en tête, entre des contraintes que nous percevons et notre capacité à faire face. Et en fait, il y a une véritable similitude avec l'impact de la charge mentale et de ses différentes composantes personnelles et professionnelles sur nous. Et qu'est-ce qu'il dit à propos du stress, cet accord qui a écrit dans le marbre, si je puis dire, la subjectivité des personnes? Je vous rappelle que c'était extrêmement nouveau qu'on tienne compte du subjectif des personnes, qui a un état de stress. Donc, quand il y a un déséquilibre, ce que vous pouvez peut-être connaître de temps en temps, entre la perception qu'une personne a des contraintes, donc des charges que lui impose son environnement, et la perception qu'elle a ou que nous avons de ses propres ressources pour y faire face. Entre parenthèses, qui peut connaître vos ressources si ce n'est vous-même? Donc c'est vraiment une question à se poser. Quelles sont mes ressources actuellement et quelles sont les différentes composantes de la charge mentale que j'ai à gérer? Bon, et là, ça rappelle qu'on est capable de gérer la pression à court terme. Donc, pareil, une charge mentale importante, ça va un petit moment. Mais si c'est trop long, si c'est trop élevé, s'il y en a trop, au bout d'un moment, on finit par y laisser notre peau. Donc, je vous ai fait quelques schémas très simples pour que uniquement, quand vous prenez 2 minutes pour vous, vous disiez où est-ce que j'en suis. Et l'exemple de ma balance à confiture m'a beaucoup servi. D'un côté, vous, moi, mes ressources. Et de l'autre côté, quels sont les éléments actuels de votre charge mentale? Parce que, bien entendu, ça varie en fonction des âges de la vie, des circonstances et de 1000 choses. Alors, attends. Donc, ça, tout va bien, on est en équilibre. Qu'est-ce qui se passe si les différents éléments de la charge mentale augmentent et que ce pavé augmente et que mes ressources en face sont restées les mêmes? Il y a plus de boulot, mes gamins sont malades, mon voisin fait du bruit la nuit, enfin que sais-je, enfin je n'ai pas à le gérer, mais si, comment je vais faire pour lui demander de ne pas faire du bruit la nuit? Ça me demande de réfléchir. À ce moment-là, si je suis en déséquilibre de façon un peu prolongée, qu'est-ce que ça peut amener? L'épuisement, voire le burn-out. Nous souhaitons de ne pas en arriver là. Donc, je travaille, je vois que j'ai une charge mentale trop importante et j'essaye de revenir à un état d'équilibre, c'est-à-dire qu'il va falloir que je prenne du recul et qu'éventuellement je fasse le tri par rapport aux différents éléments de cette charge mentale. Ça, c'est un des éléments de la balance. L'autre élément, c'est moi là-dedans, qu'est-ce que je peux faire éventuellement pour tenir compte de moi, développer mes ressources, augmenter ma capacité à faire face. On continue. Il peut se passer aussi que pour les mêmes, on va dire la même charge mentale, mais rien n'a changé dans votre vie, mais sauf que vos ressources à vous, nos ressources, ont diminué. Une petite maladie, un proche malade, je sais pas quoi, une fuite dans votre toit, 1000 choses, ou des patients agressifs qui entament votre, tu vois, votre joie de consulter, vos ressources, votre capacité à faire face diminue pour les mêmes éléments de charge mentale. Et bien, qu'est-ce qui va se passer à ce moment-là? C'est un déséquilibre et il va falloir à nouveau se dire qu'est-ce que je peux faire pour moi? Là aussi, c'est simplet, si je puis dire, mais au fond, qu'est-ce que vous faites au quotidien pour vous pour arriver à faire face à tous vos éléments de charge mentale? Ce n'est pas des discours, c'est vous, prenez du temps pour faire le point et dire est-ce que vous prenez soin de vous? Qu'est-ce que vous faites qui vous fait plaisir en plus du boulot? Quand est-ce que vous soufflez? Toutes ces choses que souvent on oublie de faire dans le feu de l'action. Donc,
je travaille sur moi, j'essaye de revenir à un état d'équilibre. Ça peut être du coup, quand j'ai retrouvé mon équilibre, je travaille sur ces facteurs déséquilibrants et j'organise différemment mon cabinet. Vous voyez comme il y a sans arrêt un aller-retour entre les différents éléments de la charge mentale et vous. Tout ceci doit. Si nous pouvons arriver à les ajuster régulièrement, ça peut nous permettre de tenir dans la durée, dans un état relativement détendu peut-être et heureux. Alors, qu'est-ce qui se passe aussi? Ça vous arrive, j'imagine, assez rarement, mais ça peut se faire que vos ressources sont intactes, mais pas de chance, je veux dire, vous êtes peu sollicité pour X ou Y raison. Bon, parmi les difficultés de certains médecins là au moment des débuts de la pandémie qui ne pouvaient plus ni consulter ni rien, certains ont été désœuvrés, entre guillemets, avec en plus tous les différents impacts. Mais une charge mentale insuffisante dans laquelle on ne donne pas, on va dire, ses capacités sans plein pouvoir, et ben c'est pas heureux, c'est où ça crée aussi un déséquilibre, et ça s'appelle en entreprise, on dit souvent, tiens, lui, il est au placard, hein, ou en anglais, ils disent bore out. Et ceux d'entre vous qui reçoivent des gens au placard, à la limite, ils sont aussi mal que ceux qui sont surchargés. Pas pour les mêmes raisons, mais c'est pas du tout heureux. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire pour éventuellement dire, bon, qu'est-ce que je peux faire pour être plus sollicité? Sans arrêt, si vous voulez, c'est se dire, ne restons pas inactifs une fois qu'on a fait le point, qu'est-ce qu'il est possible de faire? Alors, je vous ai parlé un tout petit peu de cette capacité à faire face. Elle est fonction de quoi? De ce qu'on appelle la zone de confort. La zone de confort, ça veut bien dire ce que ça veut dire. C'est que ni on est excité, on est débordé, ni on est apathique. On est dans une zone dans laquelle on se sent en possession de ses moyens, en possibilité de faire face, ni surchargé, ni des... Enfin voilà. Donc cette zone de confort, rappelez-vous qu'elle est variable tout au long de la vie et qu'à même âge de vie, elle varie en fonction des circonstances. Le bébé a une petite zone de confort, la vieille personne une petite zone de confort. L'adulte jeune a une bonne zone de confort, sauf s'il est malade. Hein, j'ai une bonne grippe, pouf, la zone de confort, raplapla. J'ai un chagrin d'amour, plof, la zone de confort, raplapla. Vous avez un gamin malade, ça vous inquiète, alors que vous êtes habituellement en pleine possession de vos moyens, cette zone de confort diminue. Donc, comme elle conditionne notre capacité à faire face, une question de base à se poser est au fond, quelle est l'épaisseur en ce moment de ma zone de confort? Est-ce que j'ai un bon matelas ou est-ce qu'il est raplapla? Si j'ai un bon matelas, qu'est-ce que je peux faire pour le conserver, hein, pour rester en bonne possession des moyens? S'il est raplapla, qu'est-ce que je peux faire pour augmenter ma zone de confort? Donc ça peut être, là vous connaissez tout ce qui sont les conseils d'hygiène, de vie. Ça peut être aussi se faire plaisir, avoir des activités culturelles, artistiques, syndicales, des tas d'autres choses qui, je ne sais pas comment dire, aèrent par rapport à la vie professionnelle ou parfois à la vie familiale qui peut être, on n'a jamais fini. Qu'est-ce que vous pouvez faire pour, par rapport à cette zone de confort, en prendre soin? Je vous rappelle par ce schéma très simple qu'une charge mentale vous demande de souffler. Enfin, si vous êtes assujetti, enfin pas assujetti, si vous avez une charge mentale importante, quand est-ce que vous soufflez pour récupérer? Il est physiologique de récupérer. Celui qui ne récupère pas, ça va un moment. Alors, il y en a qui sont plus ou moins résistants, hein. Il y a les petits coureurs de sprint et il y a les marathoniens et tout ce qu'on peut voir. Mais sachez qu'au bout d'un moment, s'il n'y a pas de récupération, on risque de tomber dans un état d'épuisement ou de burn-out. Combien, avec une charge mentale qui pensait gérer mais qui a fini par les dépasser,
se sont retrouvés quand même au tapis. Hein, et a priori, ils ne l'imaginaient pas. Alors, comment surveiller sa charge mentale pour ne pas arriver à l'épuisement et au burn-out? Bon, je vous rappelle que ça peut vous mettre la puce à l'oreille, hein, que le burn-out s'installe classiquement en 4 phases. Bon, c'est bien d'être content et dynamique. Bon, l'enthousiasme, très bien. Au bout d'un moment, si c'est trop, parfois on se dit, est-ce que je ne suis pas en état, je ne vais pas dire maniaque, mais est-ce que, voilà, je ne m'en demande pas trop. Enthousiasme, stagnation, et au bout d'un moment, désillusion, voire apathie. L'ennui, c'est que l'évolution vers un épisode dépressif caractérisé, encore ça se soigne, mais un suicide, c'est plus difficile, sont à craindre. Donc là aussi, je me permets de tirer la sonnette d'alarme. Je suis quand même préoccupée par le nombre de suicides de soignants, d'étudiants en soins ou d'étudiants en médecine. Bon, si on pouvait éviter d'en arriver là, enfin, personnellement, je trouverais que ça serait quand même indispensable et indispensable. Bon, alors, je vous rappelle les différents, enfin, quand on essaye de voir par quel bout s'y prendre, rappelons-nous qu'en tant qu'individu, on a différents éléments de charge mentale et on a aussi notre capacité à faire face. Ça, c'est à notre niveau le premier cercle. Au niveau périphérique des autres, ils vous en rajoutent de la charge mentale, non? Enfin, et toc, et toc, et toc. Bon, là aussi, ça peut se moduler. Et encore faut-il travailler les facteurs relationnels. Hein. Vous imaginez, enfin, quand vous avez des patients agressifs ou impatients, enfin, tout ce qu'on peut voir parfois dans des relations difficiles, ou qui ne supportent pas que vous leur refusiez quelque chose, ou qui ne viennent pas sans prévenir après avoir demandé un rendez-vous d'urgence, tout ça, bon, on n'est pas très bien quand même le soir. Donc, on peut travailler là-dessus. Et la périphérie, dans la charge mentale, tout ce qui est organisation, environnement. Sur l'organisation, il y a une relative possibilité d'action dans l'organisation de son cabinet, de sa vie professionnelle. Dans l'environnement, merci les syndicats, merci ceux qui s'engagent, mais dans l'environnement, vous n'êtes pas véritablement décisionnaire, si je puis dire, des décisions de votre CPAM ou de la CNAM, enfin tout ce qui est cotation, tout ce qui nous tombe dessus, il y a quand même un certain nombre d'éléments, comment faire face à tout ce qui est décidé pour le bien de je ne sais pas qui, des finances de la Sécu ou de la santé de tout le monde, je n'en sais rien. Enfin, vous voyez, c'est 3 étages où on peut réfléchir, se situer et voir les points d'action. Je vais vous donner un petit schéma que personnellement je trouve très très utile. C'est de se rappeler quand même nos 3 composantes. Hein. La charge mentale, bon, la tête, bon, on a parlé des émotions tout à l'heure, le cœur, et on a parlé quand même du corps, parce que quand on a une charge mentale très importante, on est quand même un peu ratatiné, un peu tendu. Donc, ces 3 éléments qui nous composent, si je puis dire, ont chacun un rôle, une fonction spécifique, et très souvent, on oublie de les consulter. Or, pour piloter nos vies, dans la mesure du possible, hein, j'ai aucune... Enfin, bien entendu, il y a des tas de choses qui arrivent. Voilà, elles arrivent. Qu'est-ce qu'on fait avec? Piloter nos vies, c'est pas dans un sens. Je suis le meilleur, je vais tout piloter. Non, c'est avec ce qui se présente à moi, comment je peux faire au mieux pour répondre à cette situation. J'en bafouille. À cette situation de vie. Comment je peux y répondre en tenant compte de moi? Est-ce qu'à chaque acte, enfin peut-être pas chaque, mais acte que vous posez, vous pensez à vous dire, et moi là-dedans, qu'est-ce que j'en pense? Qu'est-ce que j'en ressens au niveau de mes émotions? Et qu'est-ce que mes tripes m'en disent? Parce que si on exerce cette conscience réfléchie, qui est notre apanage, hein, ce n'est pas l'apanage du petit chat ou du poisson, c'est l'apanage de l'être humain. Cette conscience réfléchie, c'est un élément qui est stable. Alors, ceux d'entre vous qui font de la méditation
Alors maintenant, on appelle méditation pleine conscience. Enfin, il y a différentes approches méditation. Personnellement, ça fait des lustres, si je puis dire, que j'ai eu la chance de rencontrer des maîtres tibétains chez eux. Donc, c'est toute une approche qui permet quand même de voir, de prendre en compte à la fois l'extérieur et tout ce qui se passe en nous et d'essayer de retrouver un état de paix intérieure. À la situation de vie qui se présente, rappelons-nous qu'il n'y a qu'une solution, c'est dire oui, elle arrive. Et là aussi, vous verrez que notre charge mentale augmente quand très souvent, on commence par refuser ce qui arrive, ce qui complique les choses parce que c'est arrivé. Donc, ce qui peut nous servir pour rester dans une sorte d'état, je veux dire, un peu zen, enfin, où la charge mentale reste gérable, si je puis dire, c'est de se dire ce qui arrive, arrive, je ne discute pas, premièrement. Deuxièmement, je me consulte. Qu'est-ce que je pense de ce qui arrive? Qu'est-ce que je ressens? Qu'est-ce que mon corps m'en dit? Et après, une fois que vous avez été, on va dire, démocratique, je ne sais pas comment on dit là, c'est pas participatif, nous allons pouvoir poser la réponse à la situation qui nous correspond à ce moment de vie. Hein, vous voyez, du matin au soir, on n'a pas faim. D'une période de vie à l'autre, on n'a pas les mêmes réponses. Et à ce moment-là, on dit oui ou on dit non. À quoi je dis oui, à quoi je dis non. On anime pas mal de formations sur, tu sais, dire non, le refus, enfin, le patient difficile, l'agressivité du patient, enfin, tout ce genre de choses peut aider. À quoi je dis oui et à quoi je dis non en tenant compte de moi dans cette situation. Si on continue pour pouvoir... Qu'est-ce qu'on peut retenir comme conseil pour moduler sa charge mentale? Hein, elle est là, avec ses différentes composantes, personnelles, professionnelles, variables dans le temps, ma capacité à faire face varie. Qu'est-ce que je peux faire pour essayer de piloter? Eh bien, c'est prendre du recul. Hein. Nous avons tendance, hein, peut-être pas vous, mais moi, mais on pédale le nez dans le guidon. Ben, quand on est dans le guidon, on est le nez dans le guidon. Ça avance, ça pédale. Dans la vie, il peut être judicieux pour moduler notre charge mentale de prendre un peu de recul pour avoir une vision un peu plus grand angle des différents éléments et de cette charge mentale et de nos différentes capacités à faire face à ce moment-là. Donc, si on peut éviter de pédaler le nez dans le guidon et de finir par se planter, je pense que ce serait une bonne chose. Donc, se donner rendez-vous toute la journée, vous donnez rendez-vous à des patients. Par pitié, donnez-vous quelques rendez-vous, si possible par jour, au moins par semaine, peut-être par mois, que sais-je, mais trouvez-vous vraiment un créneau pour vous. Est-ce que c'est 5 minutes toutes les heures et demie? Est-ce que c'est... Je n'en sais rien, mais c'est hyper important de prendre du recul régulièrement et de définir quoi? Vos priorités, enfin, les miennes, nos priorités. Après, nous avons, au niveau mental, c'est très intéressant de voir que la tête, là, ça gamberge, c'est-à-dire qu'on a des représentations, on a des interprétations, on a des pensées, bref, on gamberge, et tout ça, ça nous envahit et ça nous fait perdre le pouvoir de la situation. Donc, un tuyau, c'est d'essayer de s'en tenir à ce qui est mais 100% factuel. C'est pas il m'a dit qu'il y a peut-être que patati et patala, c'est qu'est-ce qu'il en est vraiment 100% factuel et tout le reste, essayons de le garder comme hypothèse. C'est-à-dire, bah oui, peut-être que, oui, c'est une hypothèse, elle vaut le coup d'être considérée, mais elle ne vaut pas le coup d'être prise comme argent comptant. Moi, j'ai trouvé que, en s'exerçant petit à petit à ça, on retrouve un peu d'air quand même. Alors, les arrêts minutes, si vous pouviez instaurer dans vos journées quelques arrêts minutes pour débrayer, réajuster. Tout d'un coup, là là, je suis tendue, je suis chargée, j'en peux plus. Bon, pas longtemps, essayez. Toute la dimension corporelle, je ne sais pas ceux ou celles d'entre vous qui font du yoga, du tai chi, de la relaxation, ou au contraire de la natation, de la course à pied. Enfin, il y a
le corps peut retrouver un niveau, on va dire, d'équilibre confortable par le biais de la détente, mais aussi par le biais de l'exercice, ou les deux, autant que, enfin pas cumuler, mais choisir en fonction des périodes, essayer de bien vous rappeler que ce corps est un allié, qu'il s'agit de ne pas le maltraiter. Okay, et tout ce travail qu'on peut faire de recentrage à base de postures, nous on fait beaucoup de travail sur les postures, sur l'aplomb, sur la respiration et tout, ça aide beaucoup, ça permet de s'ancrer, enfin, d'être ancré, d'être placé et d'être dans un état d'ouverture sans se laisser trop ou balayer ou envahir. Hein. Nous avons parlé des émotions. Là aussi, l'intelligence émotionnelle, ça peut se développer. Souvent, on ne l'a pas appris à l'école. C'est plus familialement ou dans certaines, je sais pas, enfin, associations ou contextes. Parce que ma foi, reconnaître les émotions, hein, ce patient qui vous exaspère, celle-là qui vous fait peur, ce gamin qui, que sais-je, reconnaître ses émotions et ses besoins pour en tenir compte. À partir du moment où on voit ce qui se passe en nous, on est beaucoup plus habile pour faire avec que si on est débordé ou envahi pour notre émotion. Alors, tout à l'heure, qu'est-ce qu'on a vu hein, dans le schéma là? C'est qu'au moment de la réception de la situation, c'est OK, oui, je suis d'accord. Donc, je perds mon temps si je discute, il pleut alors que je sors de chez le coiffeur. J'ai beau dire non, 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 il ne devrait pas pleuvoir. La pluie, elle tombe. Donc, oui, il pleut. Oui, bah oui, je vais être moche pour mon rendez-vous d'amour, j'en sais rien. Oui, j'aurais pas dû dépenser tant pour aller me faire coiffer. Et oui, je vais être mouillée. Bon, d'accord. Donc, je tiens compte de moi. Et qu'est-ce que je fais? Je vais pas changer la pluie. Bah donc, je demande à la coiffeuse si elle a un parapluie à me prêter. C'est oui ou non, je sors avec un parapluie, ou je reste chez elle, ou je reprends rendez-vous. Vous voyez qu'il y a une multiplicité de réponses possibles dans nos circonstances de vie. Je vous prends des trucs à des pâquerettes pour ne pas rentrer dans, que vous ayez le temps après de voir pour vous. Mais voyez cette possibilité bien plus grande de répondre de façon satisfaisante si on commence par recevoir la situation et si on se consulte au lieu de toujours se gommer. Alors, on en est où? Donc, savoir dire non, bon, ça permet de se préserver et de se positionner. Hein, combien de formations sur savoir dire non à un patient? Savoir dire oui. De temps en temps, pot de fer contre pot de terre, ou plutôt le contraire. Oui, si c'est là, il est là, il n'y a rien à dire. Qu'est-ce que j'en fais? Là aussi, en tant que médecin, on a souvent quand même beaucoup d'idéaux, beaucoup de, enfin, je dis de générosité, beaucoup d'engagement. Et à force d'avoir des exigences, ça peut faire beaucoup. Et parfois aussi, il y a un petit travers qui peut nous guetter, c'est que celui ou celle qui est très exigeant pour lui-même, il a parfois du mal à supporter, si je puis dire, pas la mollesse, mais la décontraction du proche, du voisin, de l'associé. Si on est deux ou trois, qu'il y en a un qui bosse et pas les autres, il y en a un qui porte tout. Donc, hein, c'est important pour se détendre. Et qu'est-ce que ça veut dire carpe diem? On a appris ça dans le temps, si je puis dire. Goûter la vie. Qu'est-ce qui vous fait du bien? Qu'est-ce qui vous fait plaisir? Qu'est-ce qui vous requinque? Parce que si on ne se requinque pas, au bout d'un moment, la zone de confort, ben, ça me nuise. Et la charge mentale qui est là dans nos métiers avec ses composantes et professionnelles et personnelles, ça peut devenir trop lourd et ben j'allais dire c'est dommage. Bon, je vous mets en référence des bouquins qu'on a écrits sur justement pour soigner sans s'épuiser avec une démarche pédagogique assez claire. Il y en a un qui est plus pour infirmières et soignants et celui-là est plus pour les médecins. Et surtout, je vous remercie, mais pour l'instant, j'espère que je vous ai un petit peu été utile et prenez soin de vous et j'espère que ça va marcher pour le dialogue. Voilà. Merci beaucoup Isabelle. Christine, tu veux un peu lancer les choses le temps que les gens osent poser des questions ou lever la main? Raconte-nous un peu ta charge mentale. Voilà. Oui, mais c'est sûr que côté charge mentale,
je connais un peu ça, effectivement. C'est marrant parce que moi, en fait, je découvre là, avec Isabelle, qui nous a présenté ça de façon tout à fait euh, cadrée, intéressante et des choses auxquelles j'avais jamais pensé jusqu'à présent, en fait, mais que je faisais spontanément pour certaines d'entre elles, pas pour tout, mais pour beaucoup d'entre elles quand même, parce que je pense que c'est le seul moyen d'arriver à faire beaucoup de choses sans se retrouver en burn-out, effectivement, ou s'épuiser. C'est quelque chose que je trouve très intéressant, c'est la répartition du temps de travail. Ça, on le fait tous, bien sûr. On est bien obligé de sérier toutes nos tâches de la journée, surtout les femmes qui en avons beaucoup quand elles rentrent à la maison également. Et cette façon de couper en fait les temps de travail et les temps de repos, de détente. Moi, j'ai toujours fait ça à la fois dans la journée. Simplement, par exemple, quand je rentre chez moi pour manger à midi entre les consultations et que je rentre à vélo, parce que je circule à vélo, c'est beaucoup plus simple et ça va beaucoup plus vite et il n'y a pas besoin de chercher de place, c'est génial. Et bien ça, c'est une détente. On a l'impression d'être en vacances, même si c'est 5 minutes, 10 minutes, c'est un petit trajet, mais ça fait rien. On est dehors, on respire, voilà. Ça, c'est une première chose. Et puis également, les, les ruptures vacances. Alors ça, moi, j'ai toujours fait ça également. Une semaine tous les 2 mois, c'était le but. Le but, le bon rythme. Alors ça, moi, je vous encourage à tous le faire. Organisez-vous dans votre travail. On peut le faire, il suffit de le vouloir. Et c'est du bonheur et ça permet de revenir gonflé à bloc et de faire plein de choses parce qu'on a repris l'enthousiasme et l'énergie. Je ne sais pas ce que tu en penses, Isabelle, mais... Oui, oui, oui. Moi, ça fait 38 ans que je fonctionne comme ça. Et j'ai réussi à élever 4 enfants en même temps que tout ce dans quoi je suis investie, simplement parce que j'étais entourée et que j'ai délégué. J'ai délégué à la nounou qui venait tous les 2 jours. C'est un rythme extraordinaire quand on est jeune médecin et qu'on a des enfants, de travailler 1 jour sur 2. C'est parfait. On n'a pas le temps de se fatiguer d'une journée complète avec 4 enfants et on n'a pas le temps de se fatiguer d'une journée complète avec les patients. On passe de l'un à l'autre et du coup, on a l'impression d'être toujours bien pour tout le monde. Merci Christine. Alors pour les personnes dans notre auditoire qui souhaiteraient interagir avec nous, donc deux possibilités. Soit vous allez sur la petite case questions-réponses et vous nous posez une question par écrit, soit vous levez la main et on vous donne la parole. Les deux sont possibles. En attendant que quelqu'un ose, Latifa. Bonsoir à tous. Moi, je suis médecin généraliste en milieu rural. La charge mentale, ça me parle beaucoup parce qu'en fait, on est dans un territoire où il n'y a pas beaucoup de médecins. On est un véritable désert médical. Et je ressentais cette charge mentale, surtout sur le plan professionnel, avec énormément de patients qui débarquent au cabinet, qui sont dans l'attente d'avoir un médecin et c'était assez très tendu. Et en fait, moi, ma charge mentale, j'ai réussi à ce que ça se passe bien quand j'ai compris que je n'étais pas irremplaçable, d'une part, et que si je fermais le cabinet, eh ben, que tous mes patients n'allaient pas tous mourir. Donc, que c'était pas grave si je pouvais m'absenter, que c'était pas grave si je pouvais m'accorder des vacances, que si je pouvais me prendre des jours de repos, ce que je n'osais pas faire au début en me disant, ou en tout cas en restant au téléphone avec mes secrétaires en me disant oui, mais un tel, etc. Et en fait, à partir du moment où j'ai compris que je n'étais pas irremplaçable, ben, ça a été beaucoup, beaucoup, beaucoup mieux. Et d'autant plus qu'effectivement, bah, on revoit ces exigences aussi un peu à la baisse, ce qui au début est aussi difficile à accepter parce qu'on a un idéal et qu'on s'est dit je vais faire ça, je vais faire ça, je vais faire ça, et qu'on a l'impression que c'est un échec de ne pas y arriver ou de ne pas pouvoir faire tout ce qu'on aurait souhaité faire. Et puis finalement, on apprend un mot qui s'appelle déléguer. Et puis on se rend compte que finalement, quand on délègue,
Et ben, si c'est pas fait, j'avais le sentiment, enfin, cette espèce de, je pense que c'est ce qu'on ressent au début, ce sentiment de toute puissance, qu'il y a que moi qui sais bien faire, et si c'est pas moi qui le fais, ça va pas être fait correctement, etc. Et ça m'impactait beaucoup. Et au final, effectivement, savoir dire non et savoir dire oui a été deux éléments moteurs pour qu'effectivement, au niveau de ma capacité de travail, je travaille toujours autant, mais différemment. Je vois C'est des que choses nous, que tu sais, je n'avais pas formalisé en fait. C'est en le lisant là dans ta présentation. En fait, je me suis rendu compte de ça. Mais c'est vrai que c'est des choses que j'ai fini par faire de manière intuitive sans l'avoir jamais vraiment formalisé. Oui, donc quelque part de l'intérêt quand on commence éventuellement la vie professionnelle ou quand on n'a pas, si je puis dire, enfin l'intuition, de se poser et de se dire, ben oui, ça mérite. Hein, on perfectionne, enfin tu vois, l'enseignement post-universitaire, on n'arrête pas de se former. Et si on nous formait un petit peu, si je puis dire, pour nous-mêmes, ben voilà, rester en bonne santé, ma foi. Oui, oui, c'est alors chouette. là, j'ai une question intéressante. J'allais parler pour moi-même, mais j'ai une question intéressante là sur les questions-réponses. On me dit, on a finalement peu parlé des femmes médecins jusqu'à présent et quels sont les véritables enjeux de la féminisation du métier de médecin? Euh, comment le temps de travail pour les femmes médecins et toutes les libérales, comment on a fait pendant la crise sanitaire? Ben, Alors, en quoi? fait, déjà, je vais vous parler d'un truc un peu amusant. Oui. Euh, Normalement, notre cerveau, il est fait pour gérer deux choses, trois choses à la fois. Et il y a une étude japonaise, une étude chinoise, pardon, qui a montré que les pilotes de ligne, eux, ils ont un cerveau câblé différemment des autres. Et du coup, ils peuvent gérer 5 à 7 choses à la fois. Ben, j'ai l'impression, et ça n'a pas été fait comme étude, que nous, les femmes médecins, on doit avoir un cerveau câblé différemment aussi, parce que je pense que les 5 à 7 choses à la fois, on arrive à les gérer et qu'on fait ça un petit peu quotidiennement. Alors, comment on s'organise? Ben, je crois que c'est ça le maître mot, c'est l'organisation. Alors, quand j'ai commencé à faire des consultations en tant que libérale, j'avais tendance à m'étendre sur les sujets, etc. Et j'accumulais un retard considérable dans mes consultations, c'est-à-dire que j'étais à la fois l'assistante sociale, la mère Teresa, le chirurgien, l'ami sur l'épaule de qui on s'épanche. Enfin, c'était épouvantable. Je mettais un temps fou dans mes consultations. Et un jour, ma secrétaire m'a dit, Sophie, c'est pas possible. Et elle m'a acheté une pendulette qu'elle m'a posée sur le bureau d'autorité. Et franchement, je la regardais pas, la pendulette, mais le fait qu'elle soit dans mon champ de vision, et ben naturellement, je me suis retrouvée avec des temps de consultation un peu plus réduits, si je puis dire. Et puis, j'arrivais tout en faisant parler les gens suffisamment pour qu'ils n'aient pas l'impression non plus d'être expédiés à retirer, si je puis dire, la substantifique moelle de la consultation. Et je me suis retrouvée à faire des consultations dans un temps un peu plus normal. Et finalement, ça m'a fait beaucoup de bien. Et puis, j'ai fait aussi des formations, en particulier, j'ai fait des formations à la communication et une qui est particulière, qui est celle à la ProcessCom et qui permet de savoir finalement sur quel canal de communication se mettre avec les patients. Et ça a été extraordinaire, ça a été brillant. Ça m'a fait gagner encore en plus 5 minutes par consultation. Et tout ce temps que j'ai passé, que j'ai gagné en consultation, je ne l'ai pas forcément réintroduit à augmenter mon nombre de consultations. C'est-à-dire que je me suis fait un petit rituel. De temps en temps, je me pose pour prendre un thé. Alors, il arrive quand même que j'ai un peu de débordement dans ma salle d'attente. Et j'ai remarqué que finalement, les patients, si on entrouvre la porte, qu'on leur dit, écoutez, là, j'ai besoin de prendre un thé parce que voilà, je suis déshydratée, je ne vais pas être efficace, donc vous me laissez 5 minutes, et bien ça passe très bien. Et donc, de temps en temps, je me prends 5 minutes pour prendre un thé. Voilà, c'est comme ça que je fais. Et puis, effectivement, je gère beaucoup de choses, je fais beaucoup de choses. Et finalement, j'ai l'impression de travailler un peu comme un ordinateur avec des briques. Donc, je fais interagir mes briques, où je sors une brique, j'en range une autre. Et finalement, les choses que je fais, que ce soit avec le syndicalisme, avec mon cabinet, dans la vie associative, parce que effectivement, je fais partie de plusieurs think tanks, d'associations, voilà. Eh bien, ça s'imbrique, ça se compense, ça a une cohérence. Et si j'ai une de mes briques qui manque, eh ben, c'est exactement ce que tu montrais, Isabelle, c'est-à-dire que ma balance charge mentale, si elle n'est pas suffisamment chargée, je ne suis pas bien.
Et c'est un truc que j'ai remarqué, c'est-à-dire qu'en général, quand je prends des vacances, à moins que je sois vraiment complètement saturée avant, et ben si je ne suis pas complètement saturée avant, pendant les deux premiers jours de vacances, je suis désœuvrée. Il faut tout de suite que j'ai des vacances actives. Donc en général, je vais faire mon stage de 8 heures de danse par jour. Et là, je m'épanouis, je suis bien. Voilà, c'est mon anti-burnout par un mois. C'est-à-dire qu'une semaine par an, je me fais 8 heures de danse par jour. Wow, sur la Tous les table, ans. vas-y. Et ça fait 15 ans que ça dure. Voilà. Et tant que j'aurai 2 jambes, 2 mains, je pense que j'essaierai de continuer. Donc voilà comment nous, les femmes médecins, on fait. Alors, j'avoue que moi, j'ai une particularité, c'est que j'ai pas d'enfant. Alors bon, c'est lié aussi au fait que je suis chirurgien et finalement, je n'ai jamais trouvé le bon moment. Il aurait fallu un modèle de bébé autodidacte qui change ses couches et ses biberons et ça, je n'ai pas trouvé. Donc, j'ai décidé de ne pas faire d'enfant. Mais bon, c'est un choix de vie. Hein. Je ne regrette pas parce que je pense que j'aurais été une mère très inquiète et que le pauvre petit, il aurait été tellement couvé qu'il n'aurait jamais pu avoir la moindre autonomie. Donc voilà, c'est comme ça que je fonctionne. Mais c'est personnel. Hein. C'est ma manière de gérer ma charge mentale et si j'en ai pas assez, je ne suis pas bien. C'est intéressant. Ouais. Mais bon, j'ai aussi été pilote amateur, donc ça m'a peut-être aidé à faire le câblage. Alors, on va donner la parole. Oui, c'était pour répondre à Latifa. Autrefois, alors maintenant je suis à la retraite, mais autrefois j'ai beaucoup travaillé et j'avais à peu près les mêmes responsabilités que Sophie, avec 3 enfants en plus à la maison et un mari médecin généraliste. Donc je vous dis pas l'occupation. Et je pensais que j'étais indispensable, surtout que j'étais sexologue et andrologue, et puis petit à petit, je suis devenue la seule dans la région à l'être. Puis je suis tombée malade. Et du jour au lendemain, j'ai dû abandonner mes patients. Alors, dans un premier temps, pendant un mois à peu près, j'ai beaucoup culpabilisé. Puis je me suis rendu compte que finalement, ils se débrouillaient tout seuls. Alors, je ne sais pas trop où, parce qu'il y en a certains qui me l'ont dit, mais d'autres non. Et que il se passe très bien de moi et que ça fait 1 an et demi maintenant que je suis à la retraite et que je le vis très bien. Alors, j'ai toujours beaucoup d'activités, mais les patients, on n'est pas indispensable pour les patients. C'est ça que je voulais surtout dire. Je ne sais pas si quelqu'un d'autre souhaite intervenir. On espère, parce que ça doit être interactif quand même. C'est pour ça qu'on est là. Et si vous avez des difficultés, dites-le nous. Alors, je vois Linda qui lève la main, Linda Triol. Donc, voilà. Vous m'entendez? Oui, parfait. Bonsoir. Donc, ma question est en fait celle-ci, ce que je remarque dans la plus généraliste, hein, de 30 ans d'expérience, dans notre vie professionnelle, je pense que nous travaillons trop souvent seuls. C'est-à-dire personnellement, je n'ai pas de collègues médecins généralistes avec lesquels travailler. Et c'est vrai que le fait de travailler seul, ça augmente la charge de travail pour une personne dans un cabinet. Vous voyez. Donc, pour moi, l'idéal, ça serait que dans un cabinet médical, il y ait au moins 2 médecins généralistes pour justement partager le travail et les besoins des patients et les nôtres. Voilà, ça, c'est une façon aussi de travailler moins et en étant toujours disponible pour des patients qui se présentent au cabinet, par exemple. Et est-ce que vous avez une secrétaire ou un assistant médical, Linda? Oh non, pas encore. Non. Moi, j'ai repris mes fonctions ici en 2016. J'étais à Londres avant, en Nouvelle-Calédonie. Et je suis parisienne de formation. Et c'est vrai que j'ai travaillé quand j'étais en France beaucoup dans le domaine de l'urgence, parce qu'il y avait un travail d'équipe. C'est vrai que en tant que médecin généraliste en libéral, le travail lorsqu'on est médecin généraliste dans un cabinet où il n'y a qu'une seule personne, c'est un travail très stressant et qui demande beaucoup de temps aussi. Et c'est vrai que c'est important le temps pour toi aussi, par rapport à ces patients. Et j'avoue que moi, je me suis laissée un petit peu envahir par le travail. C'est une forme d'addiction, hein, le travail aussi, hein, quand on travaille beaucoup. C'est une forme de cachet de dépression, quoi. Alors, Linda, si vous voulez qu'on vous mette en rapport avec d'autres médecins généralistes de votre région qui peut-être peuvent interagir avec vous, n'hésitez pas sur les questions-réponses, mettez-moi votre mail. Je vous envoie mon mail alors. Voilà. Et puis, on vous contactera
pour essayer de vous mettre en relation avec des gens de votre région. Je voulais rebondir sur ce que dit Linda. Moi, je suis médecin généraliste et je suis dans un cabinet de groupe. Et mes deux associés, ce sont deux hommes qui ont un peu plus de 60 ans. Et en fait, certes, du coup, j'ai moins de charges dans le sens où je peux prendre chacun. D'ailleurs, eux-mêmes le prennent. Chacun prend un jour de repos par semaine et on partage les week-ends. Et surtout, pour les vacances, on peut prendre nos vacances comme on veut, puisque de toute façon, il y aura toujours quelqu'un au cabinet qui serait susceptible, du coup, de reprendre nos patients. Ceci étant, je trouve que c'est pas pour... Ça a diminué, ok, cette partie-là de ma charge mentale, mais c'est pas pour autant, puisque la configuration familiale n'est pas du tout la même. À savoir que j'ai deux enfants j'ai deux filles qui ont 6 et 7 ans, et qu'effectivement, du coup, eux, leurs enfants sont un peu plus grands. Donc, certes, le fait d'être dans un cabinet de groupe, ça facilite quand même pas mal de choses. Mais voilà, il reste encore toute cette charge familiale au final, qui est liée au fait d'avoir des enfants en bas âge, scolarisés, etc. Et puis, le fait est que peut-être le fait d'être une femme, on n'a pas du tout la même patientèle. Et la charge émotionnelle que moi j'ai avec mes patients, quand on en discute avec mes collègues, on débriefe, ils ressentent pas cette charge émotionnelle. Alors, est-ce que c'est le fait d'être une femme médecin? Je ne sais pas. Mais en tout cas, la charge émotionnelle, eux le disent clairement, ils la ressentent pas du tout de la même manière. Je ne sais pas ce que tu en penses, Isabelle. Oui. Est-ce que c'est le fait qu'ils se confient plus, les patients vont plus facilement se confier à une femme et que du coup, moi j'en prends beaucoup plus? Ou est-ce que, je ne sais pas. Cette dimension-là existe, enfin sexuée ou genrée, je ne sais pas comment vous voulez Genrée, dire, ouais. mais genrée, bon, que le fait d'être une femme fait que souvent les confidences viennent plus facilement et je ne sais pas, il y a une sorte aussi de, je ne sais pas si c'est de maternage ou autre, qui est quand même d'assistante sociale, souvent un peu plus dans le côté féminin malgré tout, mais on ne peut pas faire un absolu. Par contre, sur la dimension être plusieurs dans un cabinet, ça peut être super et génial pour différentes raisons, mais ce que j'observe aussi dans ceux qui trébuchent, si je puis dire, c'est que des associations, quelles qu'en soient en fait les différentes formes, un gros, bon, que je passe dessus, parfois c'est la source de souffrance maximale. Alors, il y en a un qui, je sais pas quoi, qui a des ambitions de développement de cabinet, l'autre qui veut vivre un peu toute une vie, il y en a qui est perfectionniste, l'autre je m'en foutiste. Enfin, tous les cas de figure sont visibles, mais ça demande aussi, enfin, il y a un facteur relationnel entre pairs, PAIRS, qui est important en fait à peser parfois avant de s'engager ou à réajuster régulièrement, parce que pour certains, là je suis frappée, parce que alors, la confraternité, bonjour, hein, elle n'est pas toujours là, elle n'est pas toujours là, il peut y avoir des différences, ça va au Conseil de l'ordre, mais il y en a un qui est le copain de celui qui est... Enfin, on voit des tas de choses, résultat, c'est parfois très difficile, mais ça permet quand même d'échanger sur des patients et d'être à plusieurs pour assumer une certaine patientèle. Alors, j'ai Catherine qui voulait prendre la main. Bonsoir, est-ce que vous m'entendez? Parfaitement. Oui. Ok. Moi, je voulais juste rebondir sur ce qui a été dit juste avant parce que donc moi, je suis médecin généraliste installée depuis 7 ans. J'ai 37 ans. Ça fait 7 ans que je travaille toute seule. En fait, j'ai un projet professionnel, donc j'aimerais acheter des locaux à moi et se poser la question de est-ce que j'achète pour moi toute seule ou est-ce que j'agrandis le cabinet et on travaille à plusieurs. Au final, l'année dernière, en octobre, j'ai pris la décision que par rapport à la pratique de la médecine que j'ai, c'est peut-être plus simple de rester toute seule. Et donc, j'ai décidé, OK, j'achète des locaux pour moi, toute seule, et je continue comme ça. Sauf que en avril, là, j'ai eu un virus qui n'était pas le Covid. Je ne sais pas ce que c'était comme virus. Et ça m'a mis à plat pendant 5 semaines. Je me suis pris le mur, comme on dit. Et je me suis dit que... avant ça, je disais à mes secrétaires,
faut que ce rythme est infernal, il faut que ça s'arrête, je peux plus continuer comme ça. Et donc, ce virus qui m'a laissé sur le carreau m'a fait me dire que il faut peut-être quand même que je travaille à plusieurs. Et j'avais peut-être inconsciemment anticipé. Et les locaux que j'ai achetés, en fait, j'ai fait 2 cabinets médicaux de 35 mètres carrés totalement séparés, dans l'un à côté de l'autre, mais totalement séparés, avec salle d'attente distincte, pour qu'on puisse éventuellement travailler à plusieurs, mais sans avoir la contrainte d'être ensemble. Parce que ce qui me fait peur dans l'association, c'est effectivement, est-ce que l'autre ou les autres vont accepter de payer une secrétaire, de payer un homme de ménage ou une femme de ménage qui viendra. Et ça me faisait peur, et je me rends compte que de toute façon, à l'heure actuelle, j'ai pas le choix, je peux pas continuer à rester seule parce que la charge, elle est trop importante, pour moi en tout cas. Et donc effectivement, la question que je voulais poser, c'est est-ce que on peut pas avoir une part de charge mentale? Bon, il y a la charge mentale qu'on a par rapport aux patients qu'on doit gérer, la charge mentale familiale, mais aussi est-ce qu'il peut pas y avoir une charge mentale qui se surajoute par rapport à effectivement des problématiques de travail de groupe. Ah oui, 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 là oui. Mm. Enfin, pardon, mais je me permets d'insister que c'est parfois super, c'est parfois l'enfer. Ça peut être l'enfer qui devient bien, ça peut être le paradis qui se gâte, hein, comme une vie de couple. Donc, je veux dire, on voit tout. Mais si vous vous rendez compte que seul, ça fait trop, là aussi, hein, l'intérêt d'un contrat où les choses sont bien précises. Et là, vous pouvez demander l'avis de l'ordre, l'avis d'un syndicat, l'avis d'une association. Là, je ne suis pas compétente en la matière, mais je pense qu'il est vraiment important de s'entourer de conseils, j'allais dire, pas le mariage, mais avant l'association, quelle qu'en soit la forme. Parce que, comme vous dites, il y en a un qui veut l'homme de ménage et pas l'autre, il y en a un qui veut un cabinet repeint à neuf et pas l'autre. Il y a 1000 possibilités de détails de se pourrir un peu la vie. Donc, tout ce qui est bien prévu au départ, enfin, là, je parle sous l'égide de celles qui ont l'habitude d'aider les autres, là, les syndicalistes qui reçoivent, enfin, pas les doléances, mais qui aident. Moi, je pense que ça demande à être étudié. Je vais rebondir, excuse-moi, sur ce que vient de dire Catherine. Quand je me suis donc installée dans mon cabinet, dans le cabinet où je suis, donc il y avait déjà deux confrères qui s'étaient ensemble là, eux, depuis déjà 20 ans. Ah oui. Donc moi, j'étais l'intruse qui vient les rejoindre. Et en fait, ça s'est très bien passé avec l'un des deux que je connaissais déjà un peu. Et puis avec l'autre, c'était l'enfer. Ça a été l'enfer pendant presque 6 mois. Et puis, je me suis dit que j'allais partir, puisqu'en fait, eux avaient un équilibre et ça fonctionnait très bien entre eux. Le fait que je sois venue, j'avais peut-être déstabilisé leur équilibre, leur association. Et donc, j'ai vécu 6 mois très compliqués, avec une relation très conflictuelle avec l'un des deux, qui ne m'adressait même pas la parole, hein. Donc voilà. Et j'avais même pris la décision de m'en aller. Donc c'est pour ça que. Et puis finalement, les choses se sont réglées parce il a fini par accepter de discuter. Parce qu'en réalité, pourquoi ça se passait pas bien? Parce qu'il était persuadé que mon arrivée allait faire qu'il allait perdre de la patientèle, il verrait moins de monde, etc. Donc voilà, comme souvent, hein. Et quand j'ai dit que je voulais m'en aller parce que c'était plus possible de vivre ça, etc., il a fini par accepter qu'on en parle ouvertement, de voir. C'était au point qu'il surveillait les rendez-vous que j'avais, si c'était des patients qui avaient pris rendez-vous avec moi. Enfin, c'était voilà, hein. Et puis finalement, les choses se sont réglées parce qu'on a fini par crever l'abcès, par discuter très très longuement et expliquer les choses. Et depuis, c'est génial. Donc comme quoi, les choses peuvent s'arranger, mais je pense aussi parce que c'est une association à 3. Et là, on le voit. Par exemple, quand on a décidé de faire une extension du cabinet, c'est bien. Si tu prends quelqu'un, Catherine, et que vous êtes toutes les deux,
il n'y aura pas de dialogue possible parce que si toi, tu n'es pas d'accord, il ou elle n'est pas d'accord, ça va être compliqué et il faut trouver un terrain d'entente. Et en fait, le fait d'être trois, et ben finalement, bon, bah oui, moi j'étais pour l'extension, mon collègue était contre, l'autre savait pas trop. Et puis finalement, le fait d'être trois, à chaque fois, on arrive toujours à trouver un terrain d'entente. Les choses finissent par s'arranger. Il y en a toujours un qui fait le tampon entre les deux, etc. C'est vraiment ça. Il y a quelqu'un qui arrive à faire le. Et puis des fois, c'est pas toujours les mêmes personnes. Des fois, je peux être d'accord avec lui et pas d'accord avec le troisième. Ou des fois, moi, nous deux, on est d'accord et le troisième n'est pas d'accord, etc., etc. Mais il y a toujours quelqu'un, cette troisième personne, pour faire le tampon. Et les choses se règlent, finissent toujours par se régler sur de l'achat de matériel, sur l'extension du cabinet, sur effectivement recruter une troisième secrétaire, on a eu besoin, donc est-ce qu'on prend vraiment, est-ce que ça va nous augmenter nos charges, etc., etc. Je pense que quand on n'est que deux, c'est très compliqué parce que ça peut monter très vite et voilà. Quand on arrive à être plusieurs et notamment trois, les choses se règlent un petit peu plus facilement. Alors Catherine, je te dirais comme à Linda, si tu veux qu'on t'aide dans ce chemin, n'hésite pas, tu nous mets ton mail en question-réponse et on te contactera. Alors, j'ai de nouveau la même question. Quelle est la charge mentale supplémentaire pour les femmes médecins comparée aux hommes? Ben, alors, je pense que, comment dire, je commence un tout petit peu, puis je crois qu'il y en a plusieurs qui seront alimentés. La charge, enfin, de la femme médecin par rapport aux hommes est quand même, il me semble, presque plus conditionnée par le fait d'avoir la fameuse double vie avec la maison à gérer qui est enfant, on va dire encore plus, ou qu'il n'y en ait pas, et la façon aussi de se sentir concerné par beaucoup de choses, alors enfin, ça semble un peu plus spécifiquement féminin, c'est pas obligatoire. Bon, et après, toutes les notions de... Enfin, là, ça m'intéresserait plus que les unes et les autres disent comment elles le perçoivent. Ça ne sert à rien de parler. Qu'est-ce qu'il veut en raconter, si je puis dire? Alors, moi, j'ai pas les enfants, donc je le vois différemment. Je pense que c'est lié à notre cerveau droit qui fait qu'on est plus ouvert à la communication, hein, et ça, c'est quelque chose de prouvé sur le plan neurologique et sur le plan des neurosciences. Et que du coup, on a plus de mal à mettre une distance avec les patients que nos collègues masculins, ce qui fait qu'on peut un peu plus facilement, entre guillemets, se faire bouffer. Et que du coup, c'est un vrai apprentissage qu'il nous faut faire pour mettre une limite, pour mettre une distance, pour pas se prendre toute la souffrance paf en plein, parce que bah, si tout au long de la journée, on accumule toute la souffrance des autres comme des éponges, c'est sûr qu'à la fin de la journée, on est complètement KO et on n'est plus capable de rien faire pour nous en dehors du cabinet. Alors, le propre du médecin, c'est qu'effectivement, il n'arrête pas d'être médecin quand il tourne la clé pour fermer son cabinet. Mais je crois que nous, les femmes médecins, c'est encore pire. C'est-à-dire que non seulement on n'arrive pas vraiment à fermer, mais non seulement on ne ferme pas la porte, mais on laisse la fenêtre, quoi. Je donnerais un peu ça comme métaphore, c'est-à-dire on a beaucoup plus de difficultés à mettre des distances. Donc, quand on a, enfin, moi je fais un métier, je suis chirurgien thoracique et cardiovasculaire, donc je vois parfois des patients forcément qui sont enfin bon, c'est les généralistes aussi, mais je vois des patients parfois en fin de vie ou dans des états épouvantables qui arrivent à la dernière extrémité polypathologique jusqu'à la moelle, et avec des familles qui sont là, qui me regardent comme 36-15 lourdes, quoi. Et je me prends ça, waf, comme ça, en plein dedans, et je sais qu'il faut que j'arrive à me protéger quand même, parce que il faut que je leur explique que ben non, je vais pas pouvoir, ce patient-là en particulier, je vais pas pouvoir le sauver, je vais peut-être pouvoir l'améliorer, diminuer ses souffrances, mais je vais pas pouvoir le sauver. Et du coup, on se prend la famille, le patient, etc.
Mais bon, je suis sûre que les généralistes ont ça également. Alors peut-être que eux, ils voient le déclin du patient, donc peut-être qu'ils se le prennent pas d'un coup comme ça, du moins quand c'est le patient qui suive. Mais c'est vrai que moi, je me le prends comme ça et j'ai bien vu que je me protégeais moins du point de vue psychologique de ça que mes collègues masculins, quoi. C'est très clair. Voilà. Mais encore une fois, je fais un travail sur moi. Alors bon, moi, mon exutoire, c'est la randonnée, c'est la danse, c'est le syndicalisme, parce que voilà, parce que j'ai découvert que de me rouler par terre de rage toute seule dans mon cabinet, parce qu'il y avait telle ou telle nouvelle mesure administrative supplémentaire, ça servait à rien. Et que quand je participais sur le plan syndical à des négociations et que j'arrivais à faire bouger les choses, et ben, ça me faisait drôlement plaisir et que du coup, ma charge mentale, même si elle avait été momentanément augmentée, et ben, elle se trouvait après libérée par le fait que j'avais réussi avec mes amis du syndicat à faire quelque chose d'utile pour la communauté médicale, quoi. Donc voilà. Mais je crois vraiment qu'en tant que femme, on a ce côté d'émotion qui est plus difficile probablement effectivement à gérer. Alors, est-ce que c'est notre éducation? Je crois que c'est lié à ce phénomène de communication du cerveau droit qui est plus ouvert à la communication que chez les hommes. Et du coup, on se prend peut-être les choses voilà, moins filtrées. J'ai l'impression qu'on se prend les choses moins filtrées. Là, je pense que tu soulignes l'importance quand même de se recentrer et là de se baser sur un exercice corporel, si je puis dire, tout au long de la journée. Comment être bien centré, être ouvert, mais sans être peut-être béant, tu vois. Recevoir ce qu'on est capable de recevoir ce jour-là, ce qui ne sera pas la même chose qu'hier ou que demain, en fonction de différents paramètres. De l'intérêt de notre fameuse balance, où est-ce que j'en suis? Je suis bien centrée. Voilà. Et là, ça va faire trop, donc je ferme un peu la porte, comme tu dis, voir aussi la fenêtre. Il y a vraiment tout un dosage à faire en permanence pour essayer de véritablement prendre du recul et poser des limites. On verra peut-être la semaine prochaine tout ce qui est pression sociétale et là on verra l'importance, différents éléments qui peuvent nous permettre de cadrer tout ça et justement de s'en sortir, la tête haute dans le bon sens, c'est-à-dire le cœur ouvert, les épaules détendues et pas complètement accablé. Je pense que vraiment ce serait important. Alors, je vois que Linda a encore levé la main. Oui, bah donc moi, quand je travaillais à Londres, ils avaient mis en place justement ce qu'on appelle la présale pour les médecins. Il y avait un toolkit, un questionnaire à remplir chaque année pour justement que le médecin fasse une analyse de son activité professionnelle, familiale, santé, etc. Et donc ça, c'est un bon moyen aussi d'avoir du recul par rapport à son activité, parce que souvent, on rentre un petit peu dans un cadre automatique de travail. Et dans ces cas-là, c'est sûr qu'on pense moins à soi. Et donc, le fait de faire ce type, d'analyse de son activité professionnelle, familiale, financière, formation, etc., ça permet à la personne, médecin, autre soignant, de se recadrer dans sa problématique et de savoir comment résoudre ses problèmes. S'il en a, bien entendu, s'il a pas fait. Voilà, et je trouve que c'est effet. En France, ça n'existe pas, mais c'est vrai que la santé du médecin, c'est quand même quelque chose d'important. C'est vrai que souvent, le médecin s'oublie dans son soin, il pense qu'elle soigne les autres et il s'oublie complètement, quoi. Alors, c'est vrai. Alors, moi qui ai la chance d'avoir du personnel, en fait, j'ai adhéré à l'association de médecine du travail qui a accepté de me prendre avec mon personnel. Et donc, de temps en temps, je me fais une visite de médecine du travail. Oui, c'est une bonne idée. Oui, c'est vrai, moi, je sais tout à fait. Alors, je vois des remarques sur les questions-réponses. Jo, qui se reconnaîtra, qui me dit « Il m'est arrivé de remarquer chez des confrères des manifestations indiquant un burn-out débutant ou installé, en particulier des propos agressifs envers les patients qui sont perçus comme intrusifs et exigeant de la difficulté d'essayer d'ouvrir les yeux. D'autre part, un de mes confrères qui avait disparu du jour au lendemain en raison d'un burn-out et qui avait été critiqué, ce confrère avait changé de travail, passage du libéral au salariat. Le regard confraternel n'est pas toujours au rendez-vous. » Alors là, je crois que
le fait de devenir agressif et impatient est un signe, si je puis dire, qu'il faut d'urgence prendre un week-end off. Euh, j'ai remarqué ça chez moi, c'est-à-dire que quand je supporte plus les patients super exigeants et les familles euh, que je qualifierais à ce moment-là de harcelantes ou harceleuses, je me dis, oulala, je perds ma patience là, il faut que je me prenne un week-end off. Et un peu du jour au lendemain, eh ben, je me prends mon samedi dimanche, je vais m'aérer dans la verte campagne, chez des amis, chez mes parents, etc. Je fais un petit week-end en amoureux avec mon chéri et je recharge mes batteries. Mais je crois qu'effectivement, ce signe-là est très important. Et si les gens n'ont pas pris l'habitude de le percevoir chez eux, je crois qu'on rend service à un confrère en lui disant attention, tu as ce comportement-là, ça veut dire que tu as besoin de te ressourcer. Je crois qu'à un moment, il faut aussi aider les confrères, effectivement, et pas attendre qu'ils soient complètement au bout du rouleau. Alors, ils peuvent mal le prendre hein, parce que on se perçoit tous comme Iron Man ou Wonder Woman, hein, nous les médecins, et puis bah, c'est pas le cas. Donc, effectivement, ils peuvent mal le prendre, mais on est là aussi pour les confrères et c'est aussi, dans le fait de faire du syndicalisme aide beaucoup ça aussi parce qu'on apprend à s'écouter les uns les autres et le fait d'écouter ce qu'on ressent soi. C'est aussi un apprentissage hein, parce que effectivement pendant nos études de médecine on fait pas ça hein. Moi, quand j'étais interne, mon record, c'est 52 heures de bloc d'affilée. Personne ne m'a demandé si j'étais fatiguée. Hein. Donc, bon, effectivement, maintenant, ça ne se fait plus avec les lois européennes, mais l'apprentissage qu'on fait, c'est plutôt marche ou crève. C'est marche ou crève, ouais. Voilà, c'est marche ou crève. Donc, si après, à un moment dans notre vie professionnelle, on n'a pas ce réflexe d'apprendre à se connaître et de comprendre nos propres limites, bah, effectivement, on dévisse. Hein. On dévisse. Alors, si je peux... Ça marche? Attends, je ne sais plus comment tu fais ça. Bon, non, ce que je veux dire que là, tout à l'heure, je vous parlais de une des associations d'entraide. Là aussi, ça peut être dit, enfin, autant le diffuser, on est quand même régulièrement appelé pour quelqu'un qui nous signale un médecin qui n'a plus l'air dans son assiette. Alors, ça peut être la femme ou le mari ou le gamin qui dit, mais papa est irascible. Ce signe d'agressivité, de nervosité est souvent un petit signe, tu vois, d'impatience, un bon petit signe de début qu'il est temps de souffler. Donc, sachez que, en fait, si vous n'arrivez pas à en parler directement avec la consoeur ou le confrère, en tout cas notre association, mais peut-être aussi les autres, reçoit aussi les téléphones d'appelants. Et après, bon, il y a tout un process pour voir ce qu'on fait avec cette espèce de signalement, tout en respectant la confidentialité, qu'est-ce qui peut être fait. Enfin voilà, c'est pas le sujet aujourd'hui, mais c'est dommage de laisser quelqu'un au bord du chemin sous prétexte qu'on n'ose pas trop, quoi. Alors, j'ai une réflexion sur les questions-réponses d'Isabelle qui m'a beaucoup fait rire. Pour gérer leur charge mentale, ces messieurs nous sortent que leur épouse se distrait en les aidant un peu pour le travail du cabinet. En fin de compte, un vrai boulot de secrétaire à plein temps pour s'amuser. Alors ça, je pense que c'est très générationnel hein, parce que les nouveaux médecins ont quand même moins l'habitude de faire trimer leurs femmes. Je crois quand même que l'éducation est un peu passée par là. Et que donc, quand elles font secrétaire au cabinet, elles sont un peu mieux considérées que ce qui est décrit là. Mais c'est vrai qu'à une certaine époque, c'était assez flagrant et c'était d'autant plus dramatique qu'un certain nombre de ces femmes n'étaient absolument pas déclarées sur le plan social et que donc elles ont pu se retrouver en grande difficulté par la suite pour des raisons de divorce ou de veuvage. Mais je pense que ça, c'est quand même un peu générationnel et que ça s'estompe. Alors, j'ai un confrère qui nous dit, ou une consoeur, puisque ce n'est pas identifié, pourquoi parler de charge synonyme de difficulté et de souffrance? C'est quand le plaisir de donner du soin a quitté le début de la journée et d'envisager les surprises de la journée traitées avec professionnalisme. C'est le stress de la difficulté d'adaptation aux situations qui prend le pas.
peut-on faire la différence entre stress au travail et anxiété du travail? Ça, c'est pour toi, Isabelle. C'est assez différent. On va dire que stress au travail, il y a une adaptation à fournir par rapport à un facteur de stress, quel qu'il soit. Donc, c'est une mobilisation de la personne pour répondre à une situation. Et comme vous l'avez vu sur un des schémas, la personne, on va dire qu'elle est dans sa zone, dans une zone à peu près tranquille, il se passe quelque chose, stimulation, ça va au cerveau, qu'est-ce que j'en fais? Bref, il y a tout le process qui se met qui se déroule. L'anxiété, c'est beaucoup plus un état latent qui fait que, entre guillemets, on travaille du chapeau. On commence à s'inquiéter, on commence à voir en noir, on commence à avoir peur. Ça ne répond pas forcément à un stimulus précis. Ça devient plutôt un bruit de fond. Donc, ce n'est pas la même chose. Alors, dans le stress au travail, le but, enfin pas le but, ce qui est intéressant, c'est de déterminer les facteurs de stress. Qu'est-ce qui a déclenché cette montée en puissance? Dans l'anxiété, c'est important d'essayer de voir souvent à l'intérieur de nous, qu'est-ce qui dans notre histoire personnelle, dans notre voilà, dans les rencontres qu'on a faites et tout, induit cet état où on perçoit la vie avec un peu un voile gris, si je puis dire. C'est pas le même travail. Il y a ou un bruit de fond, on va dire, enfin, qui peut être temporairement à une période de vie, où ça répond à des situations. Alors, j'ai une main levée. Vous m'entendez? Oui. Effectivement, moi, je suis pédopsychiatre et j'étais à un moment donné épuisée dans mon travail, à un moment donné où mes enfants étaient encore assez petits. J'aime beaucoup ce que je fais en libéral et puis en institution. Je suis vraiment passionnée par ce que je fais et voilà, je continue à faire ce travail-là. Et c'était pour rebondir ce que vous disiez tout à l'heure, dans le fait que c'est tellement important qu'on apprenne à prendre soin de nous parce qu'on n'a pas été du tout formé à être dans la bienveillance vis-à-vis de nous et vis-à-vis des autres. Et si effectivement on ne se pose pas à un moment donné ou si on n'a pas une hygiène de travail, une hygiène de vie qui puisse être compatible avec le fait de vraiment prendre soin des autres et de soi avant, c'est compliqué de pas à un moment donné tomber d'épuisement. Et j'entendais ce que vous disiez quand vous étiez interne et que vous faisiez des 50 heures voilà, de garde, je suppose, et de clinique ensuite. Bon, voilà, moi, j'ai beaucoup milité pour que la circulaire européenne soit mise en place. Je me souviens que quand j'étais toute jeune externe, j'étais en viscérale et je devais être de garde et juste le PH me dit il va falloir que tu fasses demain, que tu présentes à ça et ça. Et je lui ai dit mais en fait, j'aurais matériellement pas le temps de... C'était extrêmement rare pour nous à l'époque de pouvoir dire non ou peut-être je vais pas y arriver. Et en fait, il m'a arrêté en me disant mais... Tu as signé la même chose que moi, tu as signé pour en chier. Et je lui ai dit, en fait, je ne me souviens pas avoir signé ce papier-là, mais ça a été vraiment un début de déclencheur pour moi de me dire, ouf, bon, c'était en chirurgie avec beaucoup d'hommes. Moi, j'étais une externe femme. Je me suis dit, il va falloir repenser certainement les choses autrement. Et ça a été le début de repensons les choses autrement. Mais malgré tout, malgré cette mise en garde-là, j'ai trouvé ça très dur de ne pas foncer bien en tête comme on nous l'apprend en fait. Alors un petit peu moins de nos jours parce qu'il y a la circulaire européenne, parce que des tout jeunes, les externes savent que le lendemain, ils doivent se reposer. Enfin, il y a une hygiène de vie qui est vraiment beaucoup plus adéquate dans la vie tout court. On n'est effectivement pas des superman et des superwoman. Mais avec le recul, on se dit, mais au fond, pourquoi en ayant 2 enfants petits, pourquoi est-ce que j'ai commencé pas plus tard, pourquoi j'ai pas fini plus tôt, pourquoi j'ai pas... Il y a des choses pour lesquelles, en fait, on est un peu conditionné à fonctionner bien en tête, et notamment, effectivement, peut-être plus les femmes que les hommes. Et que quand on a fait une bonne journée et qu'ensuite il faut s'occuper de la maison et du reste et de la famille et on y va quoi. Et quand on apprend à se
à se poser la question, effectivement, c'était Isabelle qui disait tout à l'heure, ça vaut la peine de se poser la question, si on ne se pose pas la question, on risque de foncer droit dans le mur. Quand on se pose la question, la plupart du temps, on arrive à trouver des aménagements et des solutions et ça vaut la peine, quoi. Enfin, voilà, c'était juste cette petite remarque que je voulais apporter. Merci parce que je trouve que c'est très, très pertinent. Et il me semble, ce que je vous disais tout à l'heure, tu sais, ce vieux dicton charité bien ordonnée, puisqu'on a des grands cœurs, charité bien ordonnée commence par soi-même. À la limite, il faudrait se le mettre, tu sais, en petit bandeau dans son bureau à côté de ta pendulette, Sophie, pour te mettre charité bien ordonnée commence par soi-même. Et après, j'ai trouvé très intéressant que vous souligniez cette notion de bienveillance, parce que parfois, justement, dans un groupe d'associés, s'il y en a un qui est un peu plus, entre guillemets, bienveillant par rapport à ses états personnels, certains se sont fait traiter de complaisants. Tu vois. Je pense qu'il faut vraiment différencier la bienveillance de la complaisance. C'est être bienveillant envers soi-même comme avec les autres, de se traiter avec respect, en tenant compte de ses limites et en utilisant de bons canaux de communication. Et ce n'est pas pour autant qu'on est complaisant parce qu'on avoue que justement on n'est pas superwoman. Je trouve que ces notions sont toutes bêtes, toutes simples, mais il est vraiment utile de s'y raccrocher. Je voulais juste dire qu'en fait, il y a aussi on est un peu conditionné en se disant qu'effectivement on est des superwoman ou des Ironman, etc. Et que celui qui se prend le mur et qui fait un burn-out, en fait c'est parce qu'il est nul, c'est parce qu'il ne sait pas s'organiser, c'est parce qu'il n'a pas su gérer son cabinet, etc. Et je trouve qu'il n'y a pas toujours cette bienveillance entre les confrères et les consoeurs. Et, oui, les consoeurs, pareil. Hein. Et ça nous, enfin, j'ai un peu honte de le dire, mais ça m'est déjà arrivé de me dire, oh bah oui, il fait un burn-out, mais il n'est pas bien organisé, il ne sait pas travailler correctement, c'est pour ça qu'il est dans le mur, etc. Et puis après, on se remet ça, puis on se dit, mais attends, c'est un confrère, etc. Mais je trouve qu'on n'a pas forcément toujours cette bienveillance avec les confrères. Et quand on se dit que s'il n'y arrive pas, c'est qu'il est nul, c'est qu'il ne sait pas s'organiser. Et cette bienveillance, on la trouvera peut-être pas forcément effectivement avec des confrères ou des consoeurs, qu'on est, on est conditionné en se disant ceux qui n'arrivent pas à enchaîner les gardes, les astreintes, le boulot et tout ça, c'est que voilà, ils sont nuls tout simplement, quoi. C'est ce côté assez terrible, hein, la vision qu'on a. Ouais. Alors sur le question. Et parfois, attends, juste, j'ajoute un tout petit à ça, parce que justement plusieurs internes, là j'en ai eu plusieurs en accompagnement, en fait, qui ne voient pas leurs limites, qui se donnent, mais qui, j'allais dire, en plus, ils ont l'impression que c'est jamais assez bien et de ne pas être reconnus. Alors là, je n'ai pas objectivement comment ça se passe, mais je pense que là, on pourrait voir une autre fois toute cette notion indispensable de la reconnaissance et apparemment, pendant certaines années où on en bave un peu, les notions de reconnaissance des aînés et des encadrants n'ont pas l'air d'être toujours au rendez-vous. Parce que là, j'ai des étudiants en train de préparer leur thèse, des internes et tout, qui vraiment, il manque, j'allais dire, qu'on les arrose. Enfin, qu'on les arrose, tu vois, dire, mais oui, c'est bien, mais ça va, vous allez y arriver, au lieu de dire toujours un peu plus, c'est pas assez bien. Donc, j'insiste sur la reconnaissance qu'on retrouve aussi après dans notre vie professionnelle, avec quand les patients deviennent quand même trop exigeants, qu'on sent qu'il n'y a plus le retour d'estime et tout, c'est pas toujours très bien vécu, hein. Même si on travaille pour l'amour de l'art. Alors, j'ai des souvenirs quand j'étais interne d'avoir eu des appréciations de stage du style excellente interne disponible. Je vous mets au défi de voir disponible sur une évaluation d'interne homme. C'était vraiment réservé aux internes femmes, ce genre de propos. Alors, excellente interne, ça m'allait bien, mais disponible, ça avait tendance un peu à me faire dresser les cheveux sur la tête parce que je ne voyais pas pourquoi ça devenait une qualité d'être disponible et pourquoi, particulièrement parce que j'étais une femme, c'était une qualité d'être disponible. Donc voilà. Alors, je reviens sur les questions-réponses. Un confrère, alors je pense que ça s'adresse peut-être à moi, j'en sais rien. Tu nous expliques le trépied de prévention du burn-out, un pied professionnel investi avec plaisir, avec savoir, avec reconnaissance et appartenance au corps de métier,
un pied d'investissement dans un domaine personnel, syndical, sportif, artistique, politique, religieux ou associatif, et comment on arrive à gérer les trois. Alors, personnellement, pour gérer les trois, j'ai fait un certain nombre d'essais au point de vue personnel, si vous voyez ce que je veux dire. Et quand j'avais un partenaire qui supportait pas que sa femme aille opérer à 2 heures du matin, arguant que peut-être la situation n'était pas aussi urgente que je le prétendais, et ben on restait pas ensemble très longtemps. Donc je dois dire que j'ai fait un certain nombre d'essais et que j'ai plusieurs fois appuyé sur un bouton eject. Il y en a aussi qui sont partis avant de trouver la bonne personne. Et maintenant, je suis avec un chercheur en maths et en informatique. Et ça, c'est génial parce qu'il a besoin de temps en temps d'être seul et de s'isoler pour sa recherche. Et puis, quand il a une idée, il lui arrive de se lever à 2 heures du matin pour aller la taper sur son ordinateur. Donc, on ne se fait pas de reproches. Et je crois que c'est une des clés aussi, c'est d'être en partenariat, si je puis dire, au point de vue personnel, avec quelqu'un qui comprend la manière dont vous fonctionnez et qui ne vous fait pas de reproches par rapport à la part professionnelle, la part de votre vie que vous consacrez à la part professionnelle. Voilà. Mais c'est un équilibre qui n'est pas forcément très facile à trouver. Moi, je suis parfaitement d'accord avec ce trépied expliqué. Et je pense vraiment que c'est dans la diversification de nos activités qu'on arrive à tout faire. C'est curieux de dire ça, mais la limite, plus on en fait, et plus on arrive à faire les choses bien. C'est-à-dire que quand on passe d'une activité à une autre, c'est une détente, c'est une diminution de la charge mentale, justement. Ce n'est pas une addition, c'est plus une diminution. Et effectivement, ce trépied me semble correspondre parfaitement à l'équilibre qu'on peut trouver où chacun dans son domaine. Effectivement, un pied dans son travail qu'on fait avec plaisir. C'est sûr que si on part à reculons au bureau, ce n'est pas du tout normal. Si on n'arrive pas dans son cabinet joyeux et content de rencontrer nos patients, ce n'est pas la peine d'y aller. On est bien d'accord. Un pied dans un domaine personnel, syndical, sportif, artistique, politique, religieux, associatif, c'est un petit peu de chacun, on va dire. Un pied de chaque côté. Et puis un pied affectif, sentimental, sexuel partagé, c'est la base. Alors, j'ai Corinne qui veut intervenir. Donc, voilà, Corinne, tu peux activer ton micro. Oui, bonsoir les amis. Écoutez, à vous entendre, effectivement, j'ai 2 remarques. J'ai l'impression qu'effectivement, les cumuls de charge mentale sont plus importants quand on se consacre uniquement peut-être à ce métier de médecin et nos charges familiales. Et je partage tout à fait l'avis de ce que vient de dire Christine. Je pense que les charges mentales peuvent se diluer si on a des champs d'investissement sur des domaines différents et qu'on arrive dans chaque champ à ne pas vouloir être superwoman, mais se connaître, être bienveillant avec soi et savoir reconnaître ses limites. Tout à l'heure, tu parlais, je crois, Sophie, du moment où on était un peu énervé au téléphone, on ne supportait plus les patients. Moi, je sais que personnellement, quand je sens que la moutarde me montre que j'ai moins de patience avec certains profils de patients, je me dis, il est temps que tu t'arrêtes et que tu prennes quelques jours de congé. C'est peut-être trop tard, je n'ai pas le rythme de Christine à prendre tous les 2 mois, une semaine, mais je pense que chacune, on doit vraiment apprendre à savoir dire non, parce que je pense qu'on est tout éduqué dans un moule, qu'il faut être bon médecin, bonne maman, bonne épouse, enfin super dans tout. Et si on baisse un petit peu nos niveaux de prétention, mais je crois que c'est un travail uniquement personnel et sur nous-mêmes qu'on fait, bon, on le vit mieux. Et puis surtout, effectivement, de prendre du plaisir pour avoir des champs d'intérêt qui soient partagés entre notre vie professionnelle, familiale, mais pas uniquement, et avoir aussi d'autres champs d'intérêt. Je crois que cet équilibre est vraiment important et de ne pas se consacrer uniquement à une mission. Enfin, ça me semble une des clés. C'est très bien résumé. Je suis tout à fait d'accord avec toi, Corinne.
Michel qui voulait intervenir à nouveau. Oui, par rapport à ce qui vient d'être dit, il y a la dopamine, alors je ne sais pas si c'est la FML ou VFL, enfin, mais à dopamine, un séminaire en visio et peut-être qu'il sera en présentiel, savoir dire non aux patients. Donc l'information est importante et je crois que c'est fondamental de faire ces séminaires-là, de gérer l'agressivité des patients. Enfin, il y en a tout un tas comme ça. Ensuite, c'était par rapport à tout à l'heure ce que disait Sophie sur la vision des professeurs et des... il se trouve que quand j'ai commencé la psychiatrie, j'avais déjà 2 enfants et je demandais un aménagement de stage, enfin pas un aménagement, mais de rester dans la ville où j'étais. Et le professeur en titre à l'époque m'a dit, Madame, il fallait choisir faire des enfants ou être psychiatre. Heureusement, ce temps est passé, mais j'ai l'impression qu'à l'hôpital, il y a beaucoup plus de charges maintenant qu'il n'y en avait à l'époque. Ça, c'était dans les années 70, 80. Merci, Michel. Je ne sais pas si quelqu'un d'autre souhaite intervenir. Je ne vois plus de main levée. Je ne vois pas de nouvelles questions-réponses. Eh bien, je pense que Isabelle, du coup, peut-être tu peux nous faire une conclusion et puis nous inviter pour la semaine prochaine, puisqu'on a un deuxième volet qui complète un petit peu ce qu'on voulait présenter. Oui, je pense que ce serait intéressant de pouvoir se retrouver la semaine prochaine autour de la pression sociétale et justement ces pressions sociétales différentes, souvent comme si on est médecin homme ou médecin femme, sont-elles différentes ou sont-elles différemment perçues? Pas mal de questions peuvent se poser. Mais par rapport à ces notions de charge mentale, peut-être ce soir repartir avec quelques idées très simples, prendre le temps de se poser pour voir où on en est de cet équilibre entre ces différentes charges mentales qui peuvent s'enrichir, se compenser, enfin, ou se diversifier, mais qui, chez certains, s'accumulent. Hein. Moi, ça m'intéressait, Christine parlait beaucoup de diversification qui équilibrait quelque part la charge mentale. Parfois, il y a aussi un cumul. Et il y a le manteau syndical, et il y a le manteau professionnel, et ci et ça. Et il y en a qui finissent par crouler sous le poids. Donc là aussi, il n'y a pas de réponse toute faite, que chacun se demande par rapport à ce plateau charge mentale. Est-ce que je fais le poids en ce moment? Sur quoi je joue? Est-ce que je varie les charges? Est-ce que je les diversifie? Est-ce que je diminue? Comment je fais pour récupérer? Est-ce que je prends une semaine, 2 jours, une secrétaire? Enfin, voilà, les réponses. Je pense que chacun, en prenant le temps, peut trouver petit à petit les réponses. Et là aussi, tu parlais de visite de médecine du travail. Tu sais que ça revient de temps en temps, la médecine du travail pour les médecins ou pour les libéraux. Vu qu'il y a des effectifs tellement bas, je ne suis pas sûre que ça arrive, enfin tellement peu nombreux là aussi, mais l'occasion de faire le point avec un professionnel a priori bienveillant, si pas un médecin du travail, ça peut être un autre, et d'être en miroir, parce que parfois on ne se voit pas, et si on ne prend pas l'habitude de se recentrer et de prendre du recul, on arrive parfois un peu trop tard. Et ça coûte plus cher. Voilà l'ennui, hein, c'est que d'accumuler, si je puis dire, des dépenses d'énergie et de se laisser accabler, c'est beaucoup plus long de récupérer et donc c'est beaucoup plus coûteux. Il vaut beaucoup mieux souffler de temps en temps, voire s'arrêter un peu, que d'accumuler et de... Bon, donc soyez bienveillants avec vous-même. Allez, je trouve que c'est pas mal finalement par rapport à la charge mentale, de se dire tout simplement, soyez bienveillants, évaluez votre capacité à faire face, évaluez votre charge mentale, prenez du recul et essayez de piloter en recevant les situations et en y répondant, en tenant compte de vous. Surtout, tenez compte de vous à ce moment-là. Ça vous aidera, mais vous verrez merveilleusement à poser des limites, à dire non, d'une façon qui, si vous le circonstanciez, sera audible par l'autre. Pas toujours, mais le plus souvent. Je pense que c'est un peu, il me semble, l'essentiel. On pourrait réappuyer sur différents points, mais vraiment, là, je trouve que si ce soir, on peut repartir en disant « je prends soin de moi, je prends du recul, je fais le point et je pilote au mieux
En sachant qu'il y a des outils pour le faire. Ah, il y a quelqu'un qui a relevé la main. Merci d'avoir fait cette journée parce qu'on est relativement tous épuisés en fait, un petit peu limite burn-out en fait. Voilà. Alors, on essaye de vous donner quelques clés et puis en tant que syndicaliste, on est à votre écoute. Si vous avez besoin, on peut vous aider. On a aussi des formations qui permettent de cadrer un peu nos consultations, de mieux réagir avec les patients, de mettre les limites. Voilà, moi j'ai appris à faire ça, ça m'a fait beaucoup de bien. Le savoir dire non. Voilà, savoir dire non. Alors, vous savez, on a une deuxième séance la semaine prochaine qui est faite en fait pour compléter ce qu'on a fait aujourd'hui, voir les choses sous un angle différent, qui est en fait la pression sociétale. En tout cas, Mais, c'est je veux juste revenir là-dessus. Tu vois, on a quand même 3 consoeurs qui avaient prévu de pouvoir assister à la réunion et du coup, qui ont peut-être qui se sont peut-être laissés déborder par une activité professionnelle ou autre chose, etc. Et tu vois, je trouve que c'est symptomatique de ce qu'on disait, qu'on prévoit de faire certaines choses, etc. On se laisse un peu déborder. Et puis, on n'arrive pas forcément à tout faire. Et la consoeur disait, je crois que je suis un peu en burn-out. Ouais. Bon, c'est déjà pas mal de mettre le miroir. Ouais, mais c'est ça. Je voulais assister à la réunion, j'avais prévu, voilà, et du coup, j'arrive un peu en retard parce que j'ai pas pu, etc. Et je me reconnais dans ça aussi. Si vous avez des demandes précises ou des inquiétudes sur l'équilibre que vous avez en ce moment entre charge mentale et votre ressenti, n'hésitez pas à nous interpeller. On essaiera de vous donner quelques conseils. Éventuellement, on vous orientera vers des formations pour diminuer, pour mieux gérer, si je puis dire, vos patients sur le plan communication, etc. Savoir mettre des limites, savoir dire non. C'est des formations qu'on fait régulièrement. Donc voilà, si ça vous intéresse. Et puis, Isabelle est tout à fait particulièrement compétente pour répondre si vous vous sentez justement un peu à la limite de ce que vous pouvez supporter comme charge mentale. On se retrouve la semaine prochaine à la même heure. Merci pour tout. Bonne soirée à toutes et à tous. Bonne soirée, bonne fin de semaine aussi. Bonne soirée à tous. Et merci beaucoup Isabelle.